Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire d'ancien couvent transformé en appartement où rien n'était paisible. Je m'appelle Anaïs, j'ai 31 ans et je travaille comme architecte d'intérieur dans une agence de taille moyenne à Nantes. J'ai toujours aimé les vieux bâtiments, leur histoire, leurs pierres usées par le temps, leur façon de raconter silencieusement des décennies entières d'existence. C'est précisément cette passion qui m'avait poussé, 2 ans auparavant, à acheter un appartement dans un ancien couvent réhabilité en résidence de standing. Le bâtiment datait du 19e siècle, entièrement rénové par un promoteur ambitieux qui avait su conserver les voûtes en pierre et les hauts plafonds d'origine. L'agence immobilière avait vanté le charme unique de ce lieu chargé d'histoire, sans jamais mentionner en détail ce qu'avait été la vie quotidienne des religieuses qui l'avaient habité. Je savais simplement que les sœurs avaient occupé ces murs pendant plus d'un siècle avant que la congrégation ne se dissolve faute de nouvelles vocations suffisantes. Le couvent était resté à l'abandon une vingtaine d'années avant que le promoteur ne rachète l'ensemble pour le transformer en 18 appartements de standing. J'avais visité mon futur logement un jour de printemps ensoleillé, séduite immédiatement par la voûte en pierre du salon et la hauteur généreuse des fenêtres. Le prix demandé était étonnamment raisonnable pour ce quartier prisé du centre-ville, un détail que j'avais alors mis sur le compte de la spécificité architecturale plutôt que d'y voir un quelconque signe avant-coureur. L'agent immobilier avait éludé rapidement mes questions concernant l'ancienne fonction précise de chaque aile du bâtiment, préférant insister sur la qualité des matériaux utilisés lors de la rénovation récente. Ma mère, plus superstitieuse que moi, m'avait mise en garde lors de ma première visite, évoquant vaguement l'idée qu'il ne fallait jamais déranger le repos des lieux sacrés et anciens. Je me suis moqué gentiment de ses réticences, persuadée que mon amour sincère pour ce patrimoine architectural suffirait à faire de cet appartement un véritable cocon rassurant et chaleureux. Je me souviens encore de cette première visite, du silence particulier qui régnait dans les couloirs vides, un silence que j'avais alors trouvé apaisant plutôt qu'inquiétant, presque enveloppant. La lumière entrait à flots par les hautes fenêtres cintrées, projetant sur les murs de pierre des motifs changeants au fil des heures, et j'y avais vu un signe de bon augure. Rien, absolument rien à ce moment-là, ne me laissait présager ce que j'allais découvrir quelques mois plus tard, tapi dans les fondations mêmes de ce lieu que je croyais si paisible. Mon appartement se trouvait au 2e étage, dans ce qui avait autrefois été, selon les plans conservés par l'agence, une partie du dortoir des religieuses. J'avais emménagé sans la moindre appréhension, enthousiasmé à l'idée de vivre dans un lieu aussi singulier, aussi différent des immeubles modernes sans âme. Les premiers mois se sont déroulés sans incident particulier, si ce n'est un froid parfois inexplicable dans certaines pièces, malgré un chauffage pourtant performant. J'attribuais cette fraîcheur aux épais murs de pierre, typiques de ce genre de bâtiment ancien, sans jamais imaginer une explication plus troublante à ce phénomène. C'est au début de l'automne, environ 6 mois après mon emménagement, que les premiers événements réellement étranges ont commencé à se manifester chez moi. Je me suis réveillée un soir vers 3 heures du matin, tirée du sommeil par un bruit régulier, semblable à des pas mesurés, presque cérémonieux. Des pas qui allaient et venaient dans le couloir de l'immeuble, s'arrêtant parfois de longues secondes devant ma porte avant de reprendre leur marche lente. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un voisin insomniaque, sans m'y attarder davantage, préférant me rendormir plutôt que de vérifier ce qui se passait réellement dehors. Ces pas nocturnes se sont répétés les nuits suivantes, toujours au même moment, toujours avec cette régularité presque rituelle qui a fini par m'intriguer sérieusement. J'ai fini par me lever une nuit pour observer le couloir par l'œilleton de ma porte, curieuse de découvrir enfin l'identité de ce marcheur nocturne. Le couloir était parfaitement vide, plongé dans la pénombre habituelle de la nuit, sans la moindre trace de présence pouvant expliquer les bruits que j'entendais distinctement. J'ai refermé l'œilleton, troublé, et je suis retournée me coucher en essayant de me convaincre que mon imagination me jouait simplement des tours. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à percevoir, en plus des pas, un chant très faible, presque un murmure, qui semblait provenir des murs eux-mêmes. Un chant que je ne parvenais jamais à identifier clairement, mais dont la mélodie, répétitive et grave, évoquait immanquablement les cantiques religieux entendus lors d'enterrements familiaux. Ce chant survenait toujours la nuit, jamais le jour, et disparaissait instantanément dès que j'allumais la lumière ou que je faisais le moindre bruit volontaire. J'ai commencé à dormir avec une lampe allumée, un réflexe presque enfantin, mais qui me procurait un semblant de sécurité face à ces phénomènes inexpliqués. J'ai fini par en parler à ma voisine de palier, Solène, une femme d'une soixantaine d'années installée dans l'immeuble depuis sa rénovation quelques années plus tôt. Elle m'a écoutée avec une attention particulière, son visage se fermant progressivement au fur et à mesure que je décrivais les pas et le chant nocturne. Elle m'a alors confié à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue, qu'elle connaissait bien ces phénomènes pour les avoir elle-même vécus à plusieurs reprises.
Elle m'a expliqué que plusieurs habitants de l'immeuble évoquaient régulièrement, entre eux et avec discrétion, des événements similaires depuis l'ouverture de la résidence. Elle m'a invité à entrer chez elle, prendre un thé, insistant pour que nous discutions plus tranquillement de tout cela, loin de mon propre appartement qu'elle semblait juger moins accueillant pour ce genre de conversation. Son salon, situé au troisième étage, présentait la même architecture voûtée que le mien, mais elle y avait accroché plusieurs petites croix et objets religieux, disposés avec un soin presque cérémonieux. J'ai remarqué son geste sans oser le commenter directement, tandis qu'elle me servait le thé d'une main légèrement tremblante, trahissant une nervosité qu'elle peinait à dissimuler complètement. Elle m'a confié que ces objets n'avaient pas d'effet particulier sur les phénomènes, mais qu'ils lui procuraient malgré tout un sentiment de sécurité qu'elle jugeait nécessaire pour continuer à vivre sereinement ici. Solène m'a raconté que le couvent avait connu durant les années précédant sa fermeture une période particulièrement sombre, marquée par la maladie et la souffrance. Une épidémie de tuberculose avait décimé une partie de la communauté religieuse dans les années 50, plusieurs sœurs étant décédées dans l'infirmerie du bâtiment, isolées des autres. Elle m'a également parlé d'une rumeur plus ancienne encore, jamais officiellement confirmée, concernant une religieuse punie et enfermée durant de longues semaines dans une cellule du sous-sol. Cette religieuse, selon la légende locale, serait morte dans cet isolement, victime d'une discipline particulièrement sévère imposée par la mère supérieure de l'époque. Elle m'a précisé que plusieurs anciens résidents de l'immeuble, avant même son propre emménagement, avaient quitté leur appartement précipitamment après seulement quelques mois de résidence, sans jamais donner de véritable explication à leur départ. Le syndic, selon elle, évitait soigneusement d'évoquer ce sujet lors des assemblées générales de copropriété, préférant balayer d'un revers de main les rares questions posées à ce sujet par des résidents inquiets. Elle m'a avoué avoir elle-même envisagé à plusieurs reprises au cours des premières années de revendre son appartement pour échapper définitivement à cette atmosphère pesante qui régnait parfois dans l'immeuble. Mais elle avait fini par s'habituer, disait-elle, développant au fil du temps une forme de cohabitation prudente et respectueuse avec cette présence qu'elle ne cherchait plus à comprendre pleinement. J'ai écouté ce récit avec un mélange de scepticisme rationnel et d'inquiétude grandissante, ne sachant pas quelle part accorder à la légende et quelle part à la réalité. Solène m'a assuré que ces phénomènes restaient globalement bénins, se limitant à des bruits, des chants et parfois une sensation de présence sans jamais de véritable danger. Elle m'a conseillé de ne jamais chercher à provoquer ou à interagir directement avec cette présence, préférant l'ignorer autant que possible plutôt que de l'affronter frontalement. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une appréhension nouvelle, observant chaque recoin de mon appartement d'un œil différent, plus attentif, plus méfiant qu'auparavant. Les semaines suivantes, les phénomènes ont continué avec une intensité relativement stable, presque comme une routine à laquelle je m'efforçais tant bien que mal de m'habituer. J'entendais les pas, le chant occasionnel et parfois une sensation fugace de froid localisé sans que rien ne vienne véritablement bouleverser mon quotidien de manière alarmante. Puis, un soir de novembre, alors que je travaillais tard sur un projet professionnel important, tout a soudainement changé de nature et d'intensité de façon inquiétante. J'étais installée à mon bureau, dans le salon voûté, plongée dans mes plans, quand j'ai perçu une odeur d'encens envahir progressivement toute la pièce, sans raison apparente. Cette odeur était si forte, si soudaine, que j'ai d'abord cru qu'un voisin brûlait de l'encens dans l'appartement adjacent, malgré l'épaisseur des murs de pierre séparant les logements. Je vérifiais les fenêtres, toutes fermées, sans trouver la moindre source extérieure pouvant expliquer cette odeur qui continuait de s'intensifier au fil des minutes qui passaient. Simultanément, la température de la pièce a chuté de manière significative au point que je pouvais distinctement voir ma respiration formée de petits nuages de buée. Je me suis levée, le cœur battant, cherchant instinctivement la source de ce froid soudain, sans parvenir à localiser précisément d'où il pouvait bien provenir. C'est alors que j'ai entendu, très distinctement cette fois, une voix féminine prononcer quelques mots dans une langue que je ne comprenais pas immédiatement. Après quelques secondes de confusion, j'ai réalisé qu'il s'agissait de latin, une langue que je ne maîtrisais absolument pas, mais dont je reconnaissais la sonorité particulière. La voix semblait provenir de l'angle de la pièce le plus proche de ce qui avait probablement été, dans le plan d'origine, une petite chapelle privée. Je suis restée figée sur place, incapable de bouger, tandis que la voix continuait de prononcer ces phrases incompréhensibles avec une intonation grave et solennelle. Le phénomène s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé, l'odeur d'encens se dissipant progressivement, la température remontant lentement à la normale de la pièce. Je suis restée assise sur mon canapé pendant de longues minutes, tremblante, incapable de reprendre mon travail, l'esprit envahi par ce que je venais de vivre. J'ai fini par appeler Solène, malgré l'heure tardive, incapable de rester seule avec mes pensées après un épisode d'une intensité aussi nouvelle et déstabilisante. Elle m'a écoutée patiemment,
confirmant avoir elle-même déjà entendu, à de rares occasions, des paroles en latin résonner dans son propre appartement du troisième étage. Elle m'a suggéré de me renseigner davantage sur l'histoire précise du couvent, estimant que comprendre l'origine de ces manifestations pourrait m'aider à mieux les appréhender. Le lendemain, sur mon temps de pause déjeuner, je me suis rendue aux archives municipales, espérant y trouver des documents relatifs à l'ancienne congrégation religieuse. J'ai découvert, après plusieurs heures de recherche minutieuse, des registres paroissiaux mentionnant effectivement une épidémie de tuberculose ayant frappé le couvent durant l'hiver 1953. 7 religieuses étaient décédées durant cette période, isolées dans une infirmerie aménagée dans l'aile est du bâtiment, précisément l'endroit où se trouvait désormais mon appartement. Un document plus ancien encore, datant du début du siècle, évoquait brièvement le renvoi et la mise à l'isolement d'une sœur nommée Marie Bernadette pour des raisons non précisées clairement. Ce document s'arrêtait de manière abrupte, comme si les pages suivantes avaient été volontairement retirées ou perdues, ne mentionnant jamais la suite de son histoire personnelle. J'ai photographié ces documents avec mon téléphone, troublé par cette coïncidence troublante entre le lieu de mon appartement et l'emplacement de cette ancienne infirmerie disparue. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment mêlé de curiosité morbide et d'une inquiétude grandissante quant à ce que je pourrais découvrir davantage. Les nuits suivantes, les phénomènes se sont intensifiés de manière notable, comme si mes recherches avaient en quelque sorte réveillé une attention particulière portée sur moi. Les pas dans le couloir sont devenus plus fréquents, ne se limitant plus à la nuit, mais survenant parfois même en plein après-midi, alors que j'étais seule chez moi. Le chant que j'entendais auparavant faiblement s'est fait plus clair, plus présent, au point que je pouvais désormais distinguer plusieurs voix chantant en harmonie parfaite. J'ai commencé à redouter de rentrer chez moi le soir, retardant systématiquement mon retour, préférant m'attarder au travail ou chez des amis plutôt que d'affronter ce silence habité. Une nuit particulièrement éprouvante, je me suis réveillée avec la certitude absolue que quelqu'un se tenait au pied de mon lit, immobile, m'observant dans l'obscurité totale. Je n'ai pas osé ouvrir complètement les yeux, me contentant d'entr'ouvrir légèrement les paupières pour apercevoir une silhouette vêtue d'un habit sombre, la tête légèrement inclinée vers moi. La silhouette portait ce qui ressemblait indéniablement à une coiffe de religieuse, le tissu rigide encadrant un visage que je ne parvenais pas à distinguer dans l'obscurité ambiante. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces, paralysée par une terreur pure, incapable de produire le moindre mouvement ou le moindre son pendant de longues secondes interminables. Quand j'ai enfin trouvé le courage de rouvrir les yeux, quelques minutes plus tard, la silhouette avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un froid intense et persistant. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, allongé dans le noir, la lumière de mon téléphone allumée en permanence, guettant le moindre mouvement dans la pénombre. Le lendemain matin, épuisée mais déterminée, j'ai décidé d'approfondir mes recherches sur cette religieuse mystérieusement mise à l'isolement au début du XXe siècle. J'ai contacté un historien local, spécialiste des congrégations religieuses de la région, dans l'espoir qu'il puisse m'aider à combler les lacunes de mes propres découvertes. Cet historien, un homme affable d'une soixantaine d'années passionné par le patrimoine local, a accepté de me recevoir dès la semaine suivante en son petit bureau associatif. Il connaissait bien l'histoire de ce couvent, ayant lui-même consacré plusieurs années de recherche à documenter la vie quotidienne des religieuses qu'il avait habitées autrefois. Il m'a confirmé l'existence de Marie Bernadette, une jeune religieuse arrivée au couvent à l'âge de 19 ans, réputée pour son caractère indépendant et ses questionnements théologiques jugés dérangeants. Elle avait, selon plusieurs témoignages conservés dans les archives diocésaines, été accusée de remettre en question certaines pratiques disciplinaires imposées par la mère supérieure de l'époque. En punition de cette insubordination, elle avait été isolée dans une cellule du sous-sol, un espace exigu initialement destiné au stockage des provisions du couvent. L'historien m'a expliqué que cette pratique, bien que rare, n'était pas totalement inconnue dans certaines congrégations particulièrement rigoristes du début du siècle dernier. Marie Bernadette y était restée enfermée près de 2 mois, ne recevant que le strict nécessaire pour survivre, privée de tout contact avec le reste de la communauté. Elle était finalement décédée dans cette cellule, officiellement des suites d'une pneumonie, bien que certains documents suggèrent des circonstances bien plus troubles et jamais pleinement élucidées. L'historien m'a précisé que cette cellule se situait précisément dans le sous-sol de l'aile est du bâtiment, un espace aujourd'hui condamné et inaccessible aux résidents de la copropriété. J'ai senti un frisson glacial me parcourir en apprenant cette localisation, comprenant soudain le lien direct entre cet endroit oublié et l'intensité des phénomènes que je subissais. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec la certitude que Marie Bernadette n'avait jamais véritablement quitté ses murs, son âme demeurant prisonnière du lieu de sa souffrance.
J'ai décidé, malgré mes réticences et ma peur grandissante, de chercher un moyen d'accéder à cette cellule condamnée, persuadé que la clé de cette hantise s'y trouvait. J'ai contacté le syndic de copropriété, prétextant un intérêt purement architectural pour l'histoire du bâtiment, afin d'obtenir l'autorisation d'accéder au sous-sol condamné de l'immeuble. Après plusieurs échanges et une insistance certaine de ma part, le syndic a fini par accepter de me confier temporairement un jeu de clés, à condition d'être accompagné du gardien. Le gardien, un homme taciturne peu enclin à la conversation, m'a conduite un après-midi vers une porte métallique dissimulée derrière un local technique rarement visité. Il m'a précisé avec une gêne palpable que cette porte n'avait pas été ouverte depuis la fin des travaux de rénovation plusieurs années auparavant, sans qu'il en connaisse vraiment la raison. La porte s'est ouverte dans un grincement prolongé, révélant un escalier étroit descendant dans une obscurité totale, l'air s'échappant de cet espace confiné chargé d'une humidité tenace. Le gardien a refusé catégoriquement de descendre avec moi, prétextant une urgence à régler ailleurs dans l'immeuble, me laissant seule face à cette obscurité oppressante. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, rassemblant tout mon courage, et j'ai entamé la descente de cet escalier de pierre usé par des décennies d'utilisation ancienne. Chaque marche craquait sous mon poids, le silence était total, seulement troublé par ma propre respiration et le bruit de mes pas résonnant contre les murs de pierre froide. Au bas de l'escalier s'étendait un couloir étroit, bordé de petites portes en bois vermoulu, correspondant probablement aux anciens espaces de stockage du couvent d'origine. J'ai avancé lentement, éclairant chaque porte, cherchant celle qui correspondait à la description donnée par l'historien, un espace légèrement plus petit que les autres, situé au fond du couloir. Le faisceau de ma lampe accrochait par endroits des toiles d'araignée épaisses, tendues d'un mur à l'autre, témoin silencieux de décennies entières d'absence humaine dans ce sous-sol oublié. Je sentais mon pouce accélérer à chaque pas, une appréhension grandissante m'envahissant à mesure que je m'enfonçais dans cette obscurité chargée d'une humidité tenace et d'un silence presque palpable. J'ai fini par la trouver, une porte basse, presque dérisoire, fermée par un simple loquet rouillé que j'ai réussi à faire céder après plusieurs tentatives infructueuses. L'espace derrière cette porte était minuscule, à peine 2 mètres sur 2, l'air y était irrespirable, chargé d'une odeur de moisissure mêlée à quelque chose de plus organique. Le plafond était si bas que je devais garder la tête légèrement penchée, et les murs, malgré l'obscurité, semblaient se refermer sur moi comme dans une étreinte glaciale et oppressante. Ma lampe a révélé, contre le mur du fond, les vestiges d'une paillasse réduite à néant par le temps, et à côté, gravés directement dans la pierre, des mots en latin. Je n'ai pas pu les traduire sur le moment, mais j'ai reconnu immédiatement la sonorité de ces mots, identique à celle de la voix entendue quelques semaines plus tôt. J'ai photographié cette inscription avec les mains tremblantes, ressentant une présence oppressante m'envelopper progressivement, comme si l'espace tout entier retenait son souffle en m'observant. La lumière de mon téléphone vacillait légèrement, projetant des ombres mouvantes sur les parois de pierre, donnant à cette petite cellule une atmosphère plus irréelle encore que celle que j'avais imaginée en descendant. La température a chuté brutalement, ma respiration formant des nuages de buée visibles même à la lumière tremblante de mon téléphone, tandis qu'un froid glacial s'insinuait sous mes vêtements. J'ai entendu, tout près de mon oreille, un murmure à peine audible, une voix de femme jeune, fatiguée, prononçant des mots que je ne comprenais toujours pas complètement. Malgré la terreur qui m'habitait, j'ai ressenti une compassion profonde et inattendue pour cette présence, comprenant enfin l'ampleur de la souffrance vécue dans cet espace confiné et oublié. J'ai murmuré, sans trop savoir pourquoi, que j'étais désolée, que personne n'aurait dû subir un tel isolement, une telle cruauté au nom d'une discipline dépourvue de toute humanité. Le murmure s'est intensifié un instant, presque comme un sanglot, avant de s'apaiser progressivement, la température de la pièce recommençant lentement à remonter autour de moi. J'ai quitté cette cellule bouleversée, remontant l'escalier aussi vite que mes jambes tremblantes me le permettaient, refermant soigneusement la porte métallique du sous-sol derrière moi. J'ai contacté dans les jours suivants l'historien local pour lui faire part de ma découverte ainsi que des photographies de l'inscription gravée dans la pierre de cette cellule. Il m'a proposé de faire traduire ces mots par un collègue spécialiste du latin ecclésiastique, ce qu'il a fait avec une rapidité et une gentillesse dont je lui suis reconnaissante. La traduction révélait une supplication simple adressée à Dieu, demandant pardon pour des fautes que Marie-Bernadette ne semblait pas véritablement comprendre avoir commises et implorant qu'on se souvienne d'elle. J'ai proposé au syndic de copropriété, avec le soutien de l'historien, d'installer une petite plaque commémorative discrète près de l'entrée du sous-sol, mentionnant simplement le nom de cette religieuse oubliée. Après quelques discussions et une légère réticence initiale, le syndic a fini par accepter, considérant qu'un tel geste ne pouvait nuire à l'image de la résidence, bien au contraire.
La plaque a été installée un mois plus tard, sobre, discrète, portant simplement le nom de Marie-Bernadette et les dates approximatives de sa naissance et de sa mort. J'ai assisté seule à cette installation un après-midi tranquille, ressentant une paix étrange envahir progressivement le couloir habituellement si silencieux et si froid du sous-sol de l'immeuble. Dans les semaines qui ont suivi cette installation, les phénomènes dans mon appartement ont progressivement diminué en intensité, puis en fréquence, jusqu'à devenir presque imperceptibles. Les pas nocturnes se sont espacés, le chant s'est fait plus rare, plus doux également, comme apaisé, avant de disparaître complètement quelques mois plus tard. Je n'ai plus jamais senti cette silhouette au pied de mon lit, ni cette odeur d'encens envahissante, ni ce froid localisé qui m'avait tant terrifié auparavant. Solène, ma voisine, m'a confirmé avoir également constaté un apaisement général dans tout l'immeuble, comme si la mémoire enfin honorée de cette religieuse lui avait permis de trouver le repos. Je vis toujours dans cet appartement aujourd'hui, avec une sérénité que je n'aurais jamais imaginé retrouver après ces mois de terreur nocturne et de découvertes troublantes. J'ai gardé, encadrée dans mon salon, une photographie de la plaque commémorative installée en bas de l'immeuble comme un rappel discret de cette histoire vécue et résolue. Solène est devenue, au fil de cette épreuve partagée, bien plus qu'une simple voisine, une véritable amie avec qui je partage désormais régulièrement un thé le dimanche après-midi. Nous évoquons parfois, avec un recul apaisé, cette période difficile, sans jamais oublier à quel point elle nous a rapprochés et transformés toutes les deux. D'autres résidents de l'immeuble, informés par le bouche à oreille de mon initiative, sont venus me remercier discrètement dans les mois qui ont suivi l'installation de la plaque commémorative. Plusieurs m'ont confié avoir eux aussi constaté un changement notable dans l'atmosphère générale du bâtiment, une légèreté nouvelle qu'ils n'auraient jamais osé espérer après tant d'années de malaise diffus. Le syndic lui-même, initialement réticent, a fini par admettre que cette démarche avait probablement contribué à améliorer sensiblement la réputation de la résidence auprès des acheteurs potentiels. Il m'arrive encore, certains soirs particulièrement silencieux, de percevoir un très léger parfum d'encens, fugace, presque imperceptible, sans qu'il ne s'accompagne jamais plus de la moindre terreur. Je considère désormais ce parfum comme un simple signe de reconnaissance, une présence apaisée qui n'oublie pas celle qui s'est souvenue d'elle après tant d'années de silence et d'oubli. J'ai appris à travers cette expérience que certains lieux portent en eux des blessures profondes, transmises à travers le temps, en attendent simplement d'être reconnus et honorés avec sincérité. Je ne regarde plus jamais un vieux bâtiment de la même façon, consciente désormais que derrière chaque pierre ancienne se cache peut-être une histoire humaine méritant d'être entendue et respectée. Marie-Bernadette repose enfin, je le crois profondément, dans une paix qu'on lui avait refusée de son vivant, et je suis reconnaissante d'avoir pu, à ma modeste mesure, y contribuer sincèrement. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie pour ne manquer aucune histoire. Prenez soin de vous, et si vous vivez dans un lieu chargé d'histoire, pensez toujours à honorer ceux qui l'ont habité avant vous. Je vous donne rendez-vous demain soir, à la même heure, à la lueur de la bougie.